Ce bar est l'un des rares en France à consigner ses bouteilles, un système qui était pourtant largement répandu jusque dans les années 90. Depuis, cette pratique a été remplacée par des emballages jetables comme le plastique. Mais ici, Yann Laurin a mis en place la consigne dès l'ouverture de sa boutique. Nous, nos fournisseurs nous impactent une petite somme sur chaque bouteille qu'ils nous vendent, qu'on va réimpacter nous aux clients. Simplement, on ne va pas simplement lui faire payer une somme X sans rien faire derrière. On va récupérer nous ces bouteilles une fois consommées. Le principe étant que ce qui va entrer va déconsigner ce qui ressort. Ce gérant a souhaité suivre le modèle des grandes nations de la bière. En Belgique et en Allemagne, les bouteilles sont consignées et le système s'est automatisé ces dernières décennies. Pour lui, c'est une question de conviction. Malheureusement, on est un petit peu en retard, mais en tout cas, essayer de récupérer et de recycler de manière intelligente tous les contenants, c'est l'avenir finalement. Donc petit à petit, voilà, c'est des petites graines qui sont essaimées. J'espère qu'elles vont germer. Nous, à notre échelle, en tout cas, on n'est pas prêt d'arrêter la consigne et on espère au contraire qu'on va faire des petits, qu'on va inspirer un peu plus de gens. Au-delà de la frontière, dans les grandes surfaces allemandes, les consommateurs déposent leurs bouteilles vides dans ces machines automatiques. Dans ce supermarché, jusqu'à 160 caisses de bouteilles en verre et en plastique sont ainsi consignées chaque jour. En échange, le client reçoit un bon d'achat qu'il peut utiliser dans des magasins partenaires. Les bouteilles seront nettoyées de nouveau et puis réutilisées. C'est ce système de recyclage qui préserve le mieux l'équilibre écologique. La consigne permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie par rapport au recyclage. Il est également moins onéreux de laver les bouteilles que de les fondre pour les retransformer. Et ce système présente aussi des avantages économiques. Simplement après, c'est un peu de volonté politique et puis un peu d'éducation aussi, d'expliquer aux gens pourquoi on consigne et pourquoi on va vous faire payer légèrement plus cher, alors qu'à la fin, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que vous avez un gain de pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'un verre consigné coûte moins cher qu'un verre non consigné. Une technique qui demande peut-être un surcroît de travail, mais qui s'avère au final avantageuse sur le plan économique et écologique. Reste à sensibiliser le consommateur à la pertinence de ce modèle. À la recherche de nos ancêtres. Ici, pas d'arbre généalogique, mais des fouilles archéologiques. À Ittenheim, au beau milieu du chantier du GCO, les spécialistes de l'INRAP s'activent pour trouver des traces de notre aïeul, l'homme de Néandertal. Dans un trou de 7 mètres de profondeur, la fouille préventive du secteur a permis la découverte, notamment, de dents de mammouth. Mais ce n'est pas tout. On a trouvé surtout des dépôts accumulés au cours de la préhistoire. Alors ça paraît de rien comme ça, mais dans ces dépôts, on va trouver un certain nombre de composants, que ce soit des charbons de bois, que ça va être des petits restes aussi d'escargots. Et ces éléments sont des indicateurs environnementaux importants. Pour les charbons de bois, bien sûr, on va pouvoir, en fonction de leur analyse, restituer à quel arbre il était issu. Et la malacologie, donc c'est l'étude des petits escargots, va nous permettre de restituer l'évolution de l'environnement. En fonction des espèces qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir dire, là on était une période plus ou moins humide, la forêt a commencé à pousser, etc. On a trouvé aussi des restes de grands herbivores. Donc que ce soit du mammouth, du cheval ou du bison. Nous c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir les espèces qui ont pu être chassées par l'homme de la préhistoire. Les archéologues étudient aussi les sédiments présents dans le sol. De la terre est prélevée à chaque étage, tous les 5 cm, soit 250 échantillons en tout. 2 ans seront nécessaires pour les analyser. J'essaye d'étudier le paysage et les anciens paysages que ces coupes et ces accumulations de sédiments me permettent d'appréhender. Ça sert à envisager le paysage des premiers occupants de la région, à imaginer effectivement une Alsace avec un sol de steppe, de toundra, des paysages totalement différents de ce qu'on a eu, à faire avancer la recherche, la connaissance de nos origines. Des origines vieilles de 100 000 ans. De quoi s'imaginer un autre monde et peut-être découvrir des secrets encore enfouis sous nos pieds. Voici sans doute un instant privilégié que ces élèves de l'école Henri Breton de Charmes ne sont pas près d'oublier. Nous sommes sur une exploitation agricole de Remicourt, petit village près de Mirecourt, l'un des 6 rendez-vous vosgiens de l'opération nationale Fermes ouvertes qui doit permettre aux agriculteurs de promouvoir leur métier.
Un événement important pour la profession, important également pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA dont la présidente était de passage ce lundi dans le département, venue parler d'excellence et de savoir-faire à l'heure où l'on entend aussi souvent le terme d'agribashing. Les Français aiment leurs agriculteurs, à 87% ils plébiscitent les agriculteurs. Les militants, pour une planète plus verte ou pour aller très vite en transition, zooment, pointent ce qui ne va pas. Donc de fait, ça envahit l'espace médiatique. Donc nous voulons parler, nous, raisonnablement de ce que nous faisons bien, des sujets sur lesquels nous sommes en progrès, et il y en a de nombreux, mais on intègre aujourd'hui pleinement la demande de biodiversité de la part de l'opinion, la demande de moins de chimie, moins d'antibiotiques. Tout ceci est fait par les agriculteurs, mais à nous de le dire davantage pour montrer qu'on a vraiment moderniser nos pratiques et qu'on est aujourd'hui en phase avec les attentes des consommateurs. Le monde agricole fait donc sa promo auprès des plus jeunes en attendant que les plus grands, eux, s'expriment d'ici quelques jours dans les urnes. Les élections européennes, un autre défi de taille pour la profession. La politique fondatrice de l'Union européenne, le ciment, c'est la politique agricole commune. Nourrir les populations en quantité, en qualité, de façon accessible, c'est ce que nous avons réussi à faire. Aujourd'hui, les consommateurs veulent plus d'environnement, nous serons au rendez-vous, si les prix sont au rendez-vous. Mais on ne peut pas être plus vert si on est dans le rouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de productions qui sont dans le rouge. Donc c'est un travail complet qu'il faut conduire sur les prix et sur le qualitatif. Les agriculteurs sont fondamentalement très attachés à l'Europe et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant dimanche, que déjà on se déplace pour aller voter et puis surtout qu'on essaye de bien voter. Voilà, que l'Europe doit résonner au sein du cœur des agriculteurs comme étant facteur de progrès et non pas facteur de récession. En attendant, c'est vers les consommateurs et peut-être aussi les professionnels de demain que le monde agricole se tournait dimanche avec le grand public et ce lundi avec les écoles. 6 fermes vosgiennes, on l'a dit, ont ouvert leurs portes aux élèves de la maternelle au collège. Il s'est spécialement déplacé de Paris jusqu'ici à Völklingen en Allemagne afin d'ajuster son œuvre conçue spécialement pour ce lieu. Pour l'artiste français 4, travailler au sein des friches industrielles comme celle de la Völklinger Hütte constitue l'essence de son inspiration. Et ces lieux qu'on pense inutiles, morts, abandonnés, sont des sources d'inspiration, quelque chose qui reste vivant malgré une apparence morte. Et moi, ces lieux-là me procurent beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'essaye de montrer aussi aux villes qu'ils peuvent utiliser des friches industrielles pour en faire des lieux artistiques, pour en faire des ateliers ou des espaces culturels. Tous les 2 ans, l'Urban Art Biennale de la Völklinger Hütte présente les dernières tendances de l'art urbain international. Depuis sa première en 2011, cet événement a attiré plus de 400 000 visiteurs. Avec sa 5e édition, qui s'intitule Unlimited, le centre d'art dépasse ses limites. Pendant cette promenade à travers la Völklinger Hütte, on se retrouve au sein d'un dialogue. D'un côté, il y a l'art urbain et de l'autre, la culture industrielle, dans laquelle les caractéristiques du lieu sont présentes avec ses origines industrielles en tant que lieu de travail. Bref, ce sont 2 mondes qui se rencontrent et l'événement s'avère très palpitant. L'art urbain, ce sont des œuvres généralement abstraites qui trouvent leurs racines dans le graffiti. Sur toile, bois ou papier, les supports et les techniques sont variés. Des techniques bien différentes sont visibles. Il y a des travaux au pochoir, des œuvres faites aux bombes aérosols ou encore des collages de papier qui sont installés temporairement. Ils sont très sensibles, très fragiles et possèdent en même temps un effet très puissant. L'exposition rassemble une centaine d'artistes venus de 4 continents. Ces installations, qui sont souvent des critiques de la société, offrent à voir les différentes facettes de l'art urbain. À voir jusqu'au 3 novembre. En zone rurale, l'Alliance Sud-Ouest Football au Bois, la SOFADIS, rassemble les amoureux du football, mais plus encore. Ici, la magie consiste également à cultiver des moments de partage. 2 fois au Parc des Princes, aller voir Neymar Cavani, les petits sont aux anges. On était au Stade de France voir l'équipe de France il y a quelques années. Là, je pense qu'on va essayer d'aller voir France-Albanie au mois de septembre. Donc voilà, c'est toujours un engouement pour les petits, même voir la Tour Eiffel. Il y a des gamins qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel et du coup, c'est des moments magiques pour eux. À 3 ans, Tom, la Tour Eiffel, il ne la verra sans doute jamais. Mais peu importe, la famille Meilly est passionnée de foot, le père est licencié ici depuis près de 10 ans,
Et Tom a déjà ses préférences. Quand il y a le foot qui passe à la télé, il écoute Paris et quand ça marque, il est content. Il dit à Cavani l'a marqué. En fait, il est né sans yeux. Là, en ce moment, on lui met des prothèses. Donc tous les mois, on va à Paris lui changer ses prothèses. Parce qu'en fait, nos yeux grandissent jusqu'à 3 ans, donc on change les prothèses tous les mois. Plutôt discret sur le sujet, la famille a accepté la proposition d'organiser un événement pour collecter des fonds. Pour le président de la Sofadis, il n'a fallu que quelques coups de fil pour mobiliser bénévoles, idées et partenaires. L'événement est prévu le 16 juin au stade d'Aix-en-Othe à l'occasion de la journée nationale des débutants. Et on va faire une tombola en la faveur du petit homme. Plus je demande une participation à tous les clubs du district qui va être demandée de 1 € par participant à chaque joueur qui viendra à la journée des débutants pour remettre au petit homme. J'ai une dizaine d'entreprises qui se sont mobilisées pour le petit homme, donc franchement le projet mobilise beaucoup. Ouais. Les clubs pro ont répondu aussi rapidement par l'apport de leur maillot professionnel. Bien sûr les stacks, on a Lyon, on a Saint-Étienne, on a Bordeaux. Le président du district m'a confirmé qu'on devrait avoir 2 maillots de l'équipe de France 2 étoiles dédicacés. Tom devrait rentrer à la maternelle en septembre avec le soutien d'une AVS. Ses parents aimeraient, grâce à la collecte, lui financer un ordinateur adapté afin de faciliter sa communication avec la maîtresse. Qui peut marcher en braille et retranscrire à la maîtresse comme il faut. Donc, évidemment, c'est un équipement spécialisé qui coûte cher. C'était aux alentours de 10 000 €. Le 16 juin, parmi les animations prévues, les enfants pourront tester le cécifoot. Si la somme n'est pas réunie ce jour-là, le club a d'ores et déjà prévu de prolonger les actions de collecte.